Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous intéresser ensemble aux investissements dans le secteur de l'hôtellerie, dans la grande famille des investissements en immobilier. L'hôtellerie montre une certaine résistance en ce qui concerne ses performances. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Anna Cohen. Tout d'abord, bonjour Anna Cohen. Bonjour. Vous êtes gérante chez Extendam et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également François-Xavier Legendre. Bonjour François-Xavier Legendre. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez Retores. Alors on va commencer avec vous, Anna Cohen. On avait déjà parlé du sujet donc des investissements dans l'hôtellerie il y a quelques mois, voire quelques années, si je ne dis pas de bêtises. On est début 2024, on est dans un environnement de taux élevés. On entend très régulièrement l'impact que cet environnement de taux élevé a sur les investissements en immobilier au sens large, avec notamment effectivement le résidentiel ou le bureau. L'hôtellerie résiste pour le coup mieux que le reste aujourd'hui, Anna Cohen. Croise les doigts. Pour l'instant. Ouais. En fait, l'hôtellerie, on oublie que c'est quand même, on valorise les hôtels sur un EBITDA, donc j'ai l'impression qu'on a la discussion à chaque fois. Donc évidemment que la chance qu'on a, c'est que l'inflation est répercutée à travers les prix moyens. On arrive un tout petit peu quand même à stabiliser les effets de l'inflation, en tout cas sur les coûts. Donc sur les taux d'intérêt, ça reste, les effets néfastes restent plus mitigés sur des produits hôteliers. Quand vous dites on valorise effectivement sur un EBITDA, c'est-à-dire qu'on valorise les murs et l'activité économique derrière, et c'est ce qui fait qu'il y a peut-être une meilleure résistance que lorsque l'on va juste regarder la valorisation de l'actif immobilier ? Oui. En fait, on a vu des études, c'est assez intéressant, on a vu des études, en fait, tout part du prix moyen d'un hôtel, et on a vu des études qui ont été faites qui montraient que l'évolution de l'inflation et que le prix moyen évoluait toujours un tout petit peu au-dessus de l'inflation. De l'inflation. D'accord. Ce qui permet aux hôtels d'être assez résistants en termes de valorisation et de pouvoir assumer un coût de la dette un petit peu plus haut. Et puis on swap, on met des caps, des tunnels. Mais ça veut dire globalement que quand on parle d'inflation, ça veut dire que l'activité hôtelière au sens large a cette capacité de faire passer des hausses de prix de manière régulière. On voit des hausses de prix depuis 2022-2023 qui sont des hausses de prix continuelles sur toutes les typologies d'actifs. D'accord. Et dans toutes les régions quasiment. Il y a assez peu de... Donc il n'y a pas de courant aujourd'hui d'hôtels qui marchent et d'autres qui ne marcheraient pas, comme on peut le voir dans le bureau par exemple, où l'emplacement va avoir une incidence plus ou moins grande. Dans l'hôtellerie, non, c'est pas exactement la même chose. De manière générale, on a quand même des hôtels où on a quand même des belles performances. Ouais. Donc ils arrivent tous à augmenter leur prix et globalement ça fonctionne. Ouais, c'est ce qu'il faut comprendre. Tous, je ne sais pas, mais la majorité. Ouais, en tout cas, oui, c'est ce qu'on voit. Et quand on regarde toutes les tendances, ce que MKG publie, on voit quand même qu'il y a une hausse des prix moyens, une stabilité des taux d'occupation, même une hausse sur certaines villes des taux d'occupation qui est là, quoi. On la voit. Donc, François-Xavier Legendre, avec votre vision plus conseiller en gestion de patrimoine, entre autres, et donc potentiellement de recherche des meilleurs investissements ou des meilleures offres d'investissement pour vos clients. Comment est-ce que vous regardez ce secteur hôtelier qui fait figure de résistance finalement aujourd'hui dans le monde immobilier? En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une résistance incroyable juste après le Covid, puisqu'on a vu que finalement l'hôtellerie avait rebondi alors que les bureaux, qu'on évoquait tout à l'heure, n'avaient pas rebondi. Et en fait, on s'est beaucoup interrogé sur ces questions. Et on voit en fait que le monde de l'hôtellerie a changé avec la digitalisation. C'est-à-dire qu'avant l'hôtelier, on en rencontre encore tous les jours, qui sont en train encore de gérer leur taux de remplissage avec un petit cahier à la main. Et puis il y en a d'autres qui utilisent maintenant énormément d'outils, des logiciels qui permettent de remplir les hôtels en permanence. Un hôtel doit être toujours rempli. Donc si on est dans une phase de basse eau quelque part où il y a peu de touristes, il va baisser les prix. Et en période, il peut ajuster comme les JO, ce genre de choses qui arrivent. Ils vont pouvoir majorer leur prix et donc être tout le temps rentables. D'accord. Et on se rend compte que l'hôtel... Donc ils ont plus de levier quelque part, les hôtels ? Est-ce que les clients restent maximum une semaine, contrairement au bureau où les clients sont là sur... C'est pas une semaine, les clients. Ils sont plus autonomes qu'ils n'étaient avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait besoin même de touristes qui arrivaient, qui venaient de l'étranger, donc il fallait qu'ils aient des accords avec les tour opérateurs. Aujourd'hui, avec les systèmes de réservation, ils peuvent dire « je veux me spécialiser sur l'Allemagne » et ils vont avoir des clients allemands qui viennent. Donc le taux de remplissage, en fait, s'est transformé. Puis après, il y a toute une nouvelle histoire, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui était le lifestyle, c'est-à-dire que les gens veulent des hôtels différents. D'accord. Excusez-moi, mais je pense que ça fait quand même longtemps que les hôtels ils sont digitalisés. Genre le groupe Accor, tout ce qui est service de revenu management, c'est ce que vous décrivez.
je ne connais aucun hôtel qui fait ça à la main. Ça fait 20 ans que Alors en fait, c'est parce qu'on... Une transition digitale des hôtels, c'est ce que vous voulez dire, effectivement, d'utiliser... En fait, je suis en train de vous parler des cibles que chez Rétorès on cherche. C'est-à-dire qu'on cherche des petits hôtels qui font entre 30 et 50 chambres. Et on est en train de faire des offres sur des hôtels de ce type-là, où là, il y a de la marge, puisqu'en fait, on va transformer. En fait, on achète un fonds de commerce et on le transforme. C'est ce qu'on va offrir à nos clients. On va essayer de leur... Donc des hôtels qui n'ont pas commencé leur transformation, qui l'ont mal faite. D'accord. Qui n'ont pas encore terminé, parce que c'est une population qui est vieillissante. Enfin, on peut parler longtemps, mais il y a des opportunités incroyables. Donc des plus petits hôtels peut-être qui ne dépendent pas de chaînes ou autres. Exactement. Mais le sujet, Anna Cohen, transformation de l'hôtellerie, justement, c'est un vrai sujet parce que François-Xavier Legendre commençait à en parler. On voit, alors dans les centres-villes, je ne connais pas tous les hôtels effectivement en France ou dans le monde, mais dans les centres-villes, des hôtels qui commencent à avoir plusieurs usages. C'est-à-dire qu'on va dormir à l'hôtel, mais on va travailler à l'hôtel. On a des offres de coworking de plus en plus dans certains hôtels. On va déjeuner dans certains hôtels, donc avec des offres de restauration qui ne sont plus que pour les clients de l'hôtel. Est-ce que c'est ça aussi la manière dont il faut analyser le secteur hôtelier en se disant il faut qu'il soit capable de n'être plus qu'un hôtel, mais un lieu de vie, comme le disait François-Xavier Legendre? Alors, je pense qu'on aime tous les lieux de vie, on aime tout ça. Alors, à Paris, dans tous les petits hôtels, ils n'ont pas la capacité d'offrir cette typologie de service. Ensuite, on voit évidemment plein de concepts qui maintenant commencent à être matures, du Mama Shelter, Hoxton, de l'autographe pour Marriott. Enfin, je les passe à peu près tous, les vocaux, où oui, effectivement, il y a de la restauration, il y a des lieux de vie, on peut y travailler, on peut faire plein de choses. En fait, tout l'ensemble est beaucoup plus agréable. Bien sûr. Et fait que les gens ont envie de rester au rez-de-chaussée, en fait. Et donc de créer de la vie dans les hôtels. On le voit, ça fait un petit moment, et c'était même avant Covid, en fait, on avait quand même une bonne idée que tout ça se dessinait. Mais donc ça veut dire que globalement, aujourd'hui, quand on parle d'hôtels, quand on parle à des épargnants d'investissement dans les hôtels, on ne parle plus de la même chose qu'il y a 10 ans et qu'il faut intégrer que les hôtels dont on parle aient suivi cette tendance-là. C'est ça, c'est une manière de résister ou pas forcément, ou c'est juste une tendance parmi d'autres dans le secteur hôtelier? Je pense que c'est une tendance En fait, c'est quand on peut le faire et qu'on a des grands espaces et donc sur des choses qui sont peut-être un tout petit peu plus... qui sont à partir du 4 étoiles, oui, on le fait. On a envie de faire des choses qui soient agréables pour le client, sympathiques pour tout, qui tirent les prix moyens, puisque en fait, c'est surtout le but, c'est de tirer les prix moyens. Et on le fait quand on peut le faire, et quand on voit l'émergence de toutes ces enseignes lifestyle, notamment on regarde Ennismore, Accor a fait quand même une branche qui fait que du lifestyle, qui sont pris en gestion. On voit que c'est quand même une tendance très importante et qui permet de valoriser aussi un actif et de renouveler le parc hôtelier de manière générale en France ou en Europe avec une qualité d'actifs un peu supérieure. Je veux dire, c'est pas qu'elle est supérieure par rapport à ce qu'elle était, mais comme le parc une partie du parc est vieillissant, pour avoir toutes des jolies enseignes, on fait des travaux, ça devient beaucoup plus agréable et ça permet d'améliorer le parc hôtelier, entre autres. François-Xavier Legendre, alors vous nous avez parlé effectivement tout à l'heure de la stratégie de Rétorès, qui m'amène à une question plus épargnant. Quand on veut, en tant qu'épargnant, s'exposer à la thématique investissement hôtelier, on fait ça via des fonds. Comment est-ce qu'on... Je parle d'épargne en particulier. Oui. En fait, on a plusieurs typologies de clients. On a le client classique qui se dit « j'ai envie de faire partie d'un club deal qui peut investir 100 000 euros ». D'accord. Et à ce moment-là, on va pouvoir l'intégrer. Il existe beaucoup d'offres sur le marché, notamment les vôtres, avec Standard, c'est très bien, dans lesquelles on peut donc les amener pour investir avec des rentabilités qui sont quand même assez sympathiques. On peut aller vers des solutions comme nous on monte, c'est-à-dire des opérations précises pour une personne ou deux personnes ou une famille, où là on va acheter un hôtel et on va mettre toutes clés en main. D'accord. Il y a d'autres solutions où on a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont besoin, là pour le coup, de réemployer avec le 150 obétaires. Ils ont vendu leur entreprise, ils ont besoin de réemployer une partie des capitaux Donc là, on parle d'entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise, effectivement, qui réinvestissent. Ils sont très intéressés de réinvestir dans ce type d'actifs parce que c'est résilient, ça donne un bon rendement, une bonne visibilité. Et alors ces personnes-là, là pour le coup, si je parle spécifiquement, là, on investit via des fonds, parce que devenir hôtelier, ça se reprovise pas quand même pour tout épargnant qui existe ou qui a envie de s'exposer à la thématique hôtellerie. En fait, c'est vraiment du clé en main. C'est-à-dire qu'on achète pour lui. C'est sa holding en fait qui va acheter l'hôtel, et donc on va utiliser des outils, des structures en fait qui vont organiser la gestion de l'hôtel. C'est-à-dire que c'est surtout pas lui qui va se mettre aux commandes.
Donc, ou via des fonds, ou effectivement en investissant dans l'activité d'un autre, si je comprends bien, mais ce n'est pas les mêmes tickets d'entrée. Ce n'est pas du tout les mêmes tickets, puisqu'on est sur des tickets, un hôtel de 40-50 chambres, c'est 10 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est 1-2 personnes, c'est des belles sessions d'entreprise. Donc on a un petit peu toute la palette en fait. Anna Cohen, si on se projette un petit peu sur l'avenir, alors je repars toujours du contexte économique, même s'il a une incidence plus ou moins grande sur toutes les classes d'actifs, et j'ai l'impression que sur l'hôtellerie, effectivement, les incidences ne sont pas forcément les mêmes, mais globalement, on est en début d'année 2024, on ambitionne en tout cas beaucoup d'experts, si ce n'est la totalité de la place financière, s'attend à ce qu'il y ait des baisses de taux pratiquées par les banques centrales cette année. L'inflation devrait effectivement potentiellement continuer à dégonfler, même si effectivement le rythme laisse encore place à débat. Est-ce que cela peut avoir une incidence dans un sens ou dans l'autre pour le secteur de l'hôtellerie ? Nous, on est ravis quand les taux y baissent, un peu pour tout le monde. Je pense que on a quand même fait beaucoup d'investissements, que ce soit de l'hôtellerie ou toute autre classe d'actifs, sur des taux d'intérêt très très bas pendant des années, avec des leviers qui étaient très très hauts. Ça a quand même aidé sur l'hôtellerie. Oui. Aujourd'hui, on est de toute évidence... On a toujours été, en tout cas, mais pour trouver les rendements attendus, il faut quand même... On cherche plein d'idées de création de valeur avec différents types de projets qui permettent d'avoir des TRI plus hauts, mais la baisse des taux aidera obligatoirement et naturellement, et on sera content. Enfin, personne ne va avoir des taux d'intérêt. Parce que je veux dire, dans un contexte avec des taux plus élevés et donc potentiellement avec une baisse des valorisations juste de l'immobilier, ça suffit pas à aller chercher les rendements qu'on veut servir pour les années futures. Moi, je trouve que, j'ai pas l'impression, en tout cas, que les prix de l'immobilier ou de l'hôtellerie en général est tellement baissé. On a vu pendant le Covid, on a fait un petit peu... les soldes, c'est un grand mot, mais il y avait un petit peu de discount du 9%. C'est pas non plus le bout du monde. Et puis, ça a bien repris. Et aujourd'hui, moi, j'arrive pas à voir des vraies baisses de valeur à cause de la montée des taux d'intérêt. À suivre, donc. Il faut bien négocier. Il faut bien négocier. D'autres moyens de création de valeur et de structuration aussi. François-Xavier Legendre, pour finir. Complètement ce point de vue, c'est-à-dire que les investisseurs se sont rendus compte que c'était une classe d'actifs résiliente. À partir de ce moment-là, ils veulent tous l'acheter. Autant sur les bureaux, c'était plus compliqué, mais là, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu qu'il y avait eu des PGE, que le gouvernement avait aidé. Donc finalement, il n'y a pas eu de faillite hôtelière particulière. En tout cas, s'il y en a eu, c'est celle qui devait de toutes les manières avoir lieu, quoi. Il n'y a pas eu d'incidence supplémentaire, que ce soit en lien avec le Covid ou la hausse des taux. Les hôtels ont été soutenus par les PGE, et ceux qui n'avaient pas les moyens d'être soutenus, c'est parce qu'ils n'avaient pas des bilans assez solides, et donc ils n'étaient déjà pas très bien financièrement avant. Merci beaucoup Anna Cohen, gérante chez Extendam. Merci François-Xavier Legendre, associé chez Rétorès. Merci à vous deux, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.